Personne ne te prépare au poids silencieux d'être ignoré. Il n'existe pas de manuel pour ce moment où tes mots tombent dans le vide et où l'absence de l'autre devient un mécanisme qui défie ta stabilité. Quand quelqu'un s'éloigne ou t'exclut, l'esprit s'active comme une machine implacable qui cherche des explications, fabrique des scénarios et multiplie le coût psychologique de chaque seconde d'attente. Il est inconfortable de le reconnaître, mais une grande partie de la douleur n'est pas réelle. C'est une fabrication interne, le résultat de laisser les autres contrôler ton équilibre. C'est ici que le stoïcisme cesse d'être une théorie et devient un entraînement pratique. Il ne s'agit pas de se durcir ni d'agir comme si rien n'importait, mais de choisir consciemment où tu mets ton attention et à quoi tu donnes du pouvoir. Tu peux tomber dans le piège de la réaction impulsive, répondre avec une fierté blessée ou céder à la tentation de chercher une validation là où il n'y en a plus. Mais tu peux aussi opter pour la discipline émotionnelle et la clarté. La véritable maîtrise n'est pas de résister à la douleur, mais de la comprendre et de l'utiliser comme filtre pour grandir. Tu n'es pas l'otage du silence des autres. Parfois, lâcher prise n'est pas une faiblesse, mais la forme la plus pure de force. Si tu veux apprendre à ne pas te perdre quand les autres s'éloignent, si tu cherches à ne plus négocier ta valeur avec les gestes des autres, c'est le moment d'ajuster tes mécanismes mentaux et de revendiquer le contrôle sur ta réaction. Le calme est une décision, la dignité, une habitude. 1. Choisis ta réaction, pas ton impulsion. Tu n'as aucun contrôle sur ce que fait l'autre personne, aucun. Arrête de te raconter le mensonge selon lequel si tu insistes, si tu demandes, si tu montres ce que tu ressens, tu pourras forcer une réaction, changer une absence, réécrire la fin d'une histoire. C'est le piège de l'impulsion. Sauter chaque fois que le vide te dérange, déclencher des réponses automatiques parce que tu as peur de te sentir ignoré ou déplacé. Mais voici la vérité inconfortable. Ton premier acte de faiblesse n'est pas que quelqu'un t'ignore, mais que tu te rendes à l'urgence de réagir sans réfléchir, de chercher une validation qui ne dépend pas de toi. Il est plus facile de blâmer l'autre, mais le véritable problème commence à l'instant où tu décides de ne pas être maître de ta réponse, mais esclave de tes émotions les plus basiques. Chaque fois que tu laisses cette impulsion prendre le contrôle, tu fabriques une dette émotionnelle envers toi-même. C'est une facture qui s'accumule. Tu te trahis pour soulager un malaise immédiat et le prix est ta paix mentale. Tu n'es pas moins digne parce que quelqu'un s'éloigne. Tu te réduis lorsque tu remets ta dignité pour mendier de l'attention ou une explication. L'esprit conditionné cherche des sorties automatiques, bloquer, exiger, dramatiser, disparaître aussi juste pour faire semblant que cela ne t'affecte pas. Mais cette réaction ne résout rien, elle t'éloigne simplement de la véritable force. C'est comme si tu utilisais un filtre déformant. Tout ce que tu vois passe par le prisme de ton insécurité et de ton urgence. Le stoïcisme exige le contraire. Il exige que tu mettes un frein, que tu respires avant d'agir, que tu te souviennes de qui tu es et que tu laisses passer la première vague de douleur sans te laisser emporter. Il ne s'agit pas de geler tes émotions, mais d'entraîner ta capacité à décider de ton prochain mouvement avec un esprit clair, pas avec un cœur en flammes. Les gens vont et viennent, parfois sans prévenir. Ce n'est pas une attaque personnelle ni une épreuve de ta valeur. Tu dois arrêter de chercher des raisons externes pour justifier ta réaction interne. L'impulsion est confortable, elle te permet de décharger la tension en quelques secondes, mais elle te condamne à vivre de manière réactive, à la merci de n'importe quel silence ou absence. Tu choisis ta réaction ou tu te contentes d'être une marionnette de tes états émotionnels. Il n'y a pas de juste milieu. N'attends pas que l'autocontrôle surgisse de nulle part. Il se forge à travers des décisions inconfortables, en te maintenant dans cet espace où l'incertitude brûle. Et pourtant, tu ne cours pas éteindre le feu avec des actes désespérés. La prochaine fois que tu ressentiras la tentation d'envoyer ce message impulsif, de chercher une réaction rapide pour te sentir vivant à nouveau, souviens-toi de ceci. Ne pas répondre est aussi une réponse. Le silence peut être ton allié si tu l'utilises comme un espace pour retrouver ton centre, pas comme une punition ou une stratégie.
Maîtriser ta réaction est un acte de respect de soi, pas un jeu de pouvoir. La tranquillité ne vient pas du contrôle de l'autre, elle vient de ne pas te perdre lorsque les choses ne se passent pas comme tu le souhaites. Tu choisis le calme ou tu choisis le chaos, jamais les deux. C'est la différence entre quelqu'un qui survit et quelqu'un qui se renforce. N'attends pas que les autres changent pour trouver la paix. Choisis de répondre avec maturité, même si la situation ne le mérite pas. Tu n'as rien à prouver à celui qui s'en va. Tu dois te prouver à toi-même que ta valeur et ta dignité ne dépendent pas de la réaction d'un autre, mais de ta décision de ne pas te trahir. C'est ici que commence le véritable autocontrôle. Quand tu cesses d'être victime de ton impulsion et que tu décides d'être responsable de ta réaction. 2. Ta valeur ne dépend pas des autres. Tu te réveilles, tu consultes ton téléphone presque par réflexe, et là, c'est là, cette conversation qui n'avance pas, ce message qui reste sans réponse, cette absence qui pèse sur ta poitrine même si tu essaies de ne pas y prêter attention. Tu regardes l'écran à la recherche de quelque chose de nouveau, un signe qui te ramène la tranquillité, et l'esprit commence à s'emballer. Ai-je fait quelque chose de mal? Aurais-je dû dire autre chose? Pourquoi ne répond-il pas? C'est presque automatique, l'urgence d'interpréter le silence comme un jugement sur ta valeur apparaît. Et juste là, sans t'en rendre compte, tu commences à te donner à l'opinion d'un autre, remettant ton estime de soi au gré de ses messages, de ses délais et de ses décisions. L'esprit cherche des explications externes parce que rester avec sa propre insécurité est inconfortable. Mais cet inconfort est nécessaire. C'est le premier signe que tu mesures ton importance avec une règle qui n'a jamais été la tienne. Le piège réside dans le conditionnement. Nous croyons depuis des années que d'être aimé, recherché ou approuvé nous rend précieux. C'est un mécanisme appris, comme une programmation de fond qui ne se déclenche que lorsque quelqu'un s'éloigne ou nous ignore. Tout à coup, tout ce que tu croyais sur toi vacille parce qu'une personne a décidé de ne pas répondre. C'est l'erreur, confondre la réaction d'autrui avec un jugement sur ta dignité. La vraie valeur n'est pas une monnaie qui monte et descend selon qui reste ou qui s'en va. C'est une base interne, quelque chose qui ne doit pas dépendre du regard, du geste ou de la parole de quiconque. Lorsque tu remets ta sécurité entre les mains d'une autre personne, tu deviens otage de ses états d'âme, de ses priorités, de ses propres luttes invisibles. C'est là que commence le véritable épuisement. Tu deviens spectateur de ta vie, attendant la validation qui n'arrive jamais de manière stable. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir de douleur lorsque quelqu'un s'éloigne, ni de feindre l'indifférence. Il s'agit de reconnaître que le vide laissé par l'absence n'est pas une dette que tu dois régler en changeant qui tu es ou ce que tu donnes. La pensée déformée veut te convaincre que si tu étais meilleur, si tu faisais plus, alors l'autre reviendrait, te chercherait, te validerait. C'est le mensonge qui fait le plus de mal, lier sa propre valeur à ce que tu ne contrôles pas. Le stoïcisme enseigne à séparer ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi. Et dans cette séparation se trouve le principe de la liberté émotionnelle. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un répond, mais tu peux décider de ne pas hypothéquer ton estime de soi en attendant une réaction. La perception de soi est un muscle que tu entraînes chaque fois que tu choisis de ne pas céder à l'urgence de changer pour plaire, de t'adapter au moule d'autrui par peur de perdre. C'est difficile, car cela va à l'encontre d'années d'habitude et de l'anxiété de te sentir invisible. Mais le véritable respect de soi se démontre dans les moments inconfortables, pas dans le confort de l'attention constante. Voici la ligne emblématique. Tu n'es pas moins parce que quelqu'un ne voit pas ta valeur. Tu es moins quand tu l'oublies toi-même. Arrête de chercher à l'extérieur ce que tu ne peux construire qu'à l'intérieur. La dignité ne se négocie pas avec des miettes d'attention, elle se protège, même quand personne ne regarde. Accepter que ta valeur est immuable, même si le monde l'ignore un moment, est un acte de force. Ce n'est pas de l'orgueil vide, ni une indifférence feinte, c'est la décision consciente de ne pas laisser le silence d'un autre fracturer ton autoconcept.
La prochaine fois que le vide te tentera de mendier un signe, souviens-toi de ceci. Ta valeur ne se négocie pas, elle se maintient. C'est le principe pour commencer à vivre libre du chantage émotionnel de l'attente. 3. Arrêtez l'esprit avant de réagir. Je vais être honnête, l'esprit ne veut pas que vous vous arrêtiez. Il ne veut pas que vous observiez. Il veut sauter directement à la réaction, à la décharge, au soulagement immédiat. Je le sais parce que cela m'arrive aussi. Quand le silence de quelqu'un me fait mal, l'esprit fabrique en quelques secondes toute une série de scénarios et d'explications, chacun plus dramatique que le précédent. C'est inconfortable de reconnaître cela, mais il y a une partie de nous qui préfère agir avant de réfléchir, même si le prix est élevé. C'est le mécanisme automatique, ressentir une menace et chercher une sortie rapide, comme si se laisser emporter par l'impulsion était la seule option. Mais c'est là que vous commencez à perdre, car chaque réaction sans réflexion est une concession de pouvoir. Le véritable conflit n'est pas avec l'autre personne, mais avec cette urgence interne qui exige une réponse immédiate, peu importe les conséquences. Si vous décomposez le processus, vous réalisez comment fonctionne le piège. Face au vide, l'esprit cherche un sens, et presque toujours, il le trouve contre vous. Vous pouvez sentir le poids de l'attente, l'anxiété qui monte comme une pression dans la poitrine, et la pensée s'accélère. Il faut faire quelque chose, n'importe quoi, pour ne pas rester immobile. Mais cette hâte est en réalité la peur de ce que vous pourriez découvrir si vous vous arrêtez. Il est plus facile d'agir que d'affronter le fait que vous n'avez pas le contrôle, que le silence n'est pas de votre faute, que l'absence ne définit pas votre valeur. Lorsque vous analysez ce qui se passe à ce moment critique entre ressentir la douleur et réagir, vous voyez que c'est là que se joue la marge de manœuvre la plus importante. L'espace entre le stimulus et la réponse est là où se joue la véritable bataille pour votre paix intérieure. C'est ici que l'entraînement stoïque entre en jeu. Il ne s'agit pas de réprimer l'émotion, ni de faire semblant que cela n'a pas d'importance, mais d'interrompre le cycle automatique de réaction. C'est un exercice mental, presque chirurgical. Remarquer l'impulsion, l'identifier, la remettre en question. Avez-vous vraiment besoin de répondre maintenant? Ou pouvez-vous vous permettre quelques minutes ou quelques heures pour laisser la température redescendre? C'est seulement là que vous commencez à retrouver votre capacité stratégique, car l'autocontrôle n'est pas un don, c'est une pratique délibérée. Chaque fois que vous choisissez d'attendre avant de répondre, chaque fois que vous respirez et retardez la réaction, vous renforcez le muscle de la volonté. L'esprit suggère que vous allez perdre quelque chose si vous n'agissez pas tout de suite, mais l'expérience montre le contraire. Ce que vous perdez réellement, c'est votre centre lorsque vous vous laissez emporter par l'urgence. La conséquence de ne pas vous arrêter est prévisible. Des messages dont vous vous repentez, des mots superflus, des décisions impulsives qui n'aggravent que le vide initial. En agissant sans pause, vous multipliez les dégâts et vous vous enchaînez à une narration dont il est difficile de sortir. En revanche, si vous restez un moment dans cet espace inconfortable, si vous supportez la pression de l'incertitude sans bouger, vous commencez à gagner en perspective. La clarté arrive lorsque l'émotion cesse de dicter vos mouvements et que vous pouvez observer la situation avec plus de distance. La douleur ne disparaît pas, mais elle ne vous entraîne plus. L'autocontrôle se construit ainsi, en choisissant de ne pas répondre au premier appel du malaise. Ne réagissez pas, décidez. C'est la ligne qui sépare le chaos du calme. L'aspect pratique de cette stratégie est brutalement simple et difficile à la fois. Lorsque vous ressentez l'impulsion, arrêtez-vous. Comptez jusqu'à 10, sortez faire une promenade, changez d'environnement, faites n'importe quoi qui interrompe le cycle automatique. Ce n'est pas de l'évasion, c'est de la discipline émotionnelle. Chaque fois que vous réussissez ce petit frein, vous montrez à votre esprit qu'il ne commande pas seul, que vous avez le dernier mot. Le pouvoir réside dans cette marge, dans cet instant où vous pouvez choisir de ne pas agir. Celui qui maîtrise cette seconde maîtrise le résultat. La réaction rapide est presque toujours la réaction erronée.
C'est ainsi que se forge le caractère, dans les secondes où vous décidez d'attendre et de réfléchir avant de bouger. La clé est de comprendre que votre dignité ne dépend pas de la rapidité de votre réponse, mais de la qualité de votre décision. 4. Utilisez le silence pour grandir. Parfois, le silence ressemble à une pièce blanche et vide, sans fenêtre, sans horloge, juste vous et l'écho sourd de vos propres pensées. Il n'y a rien à regarder, sauf ce vide qui défie votre patience et expose l'inconfort de ne pas avoir de réponse. La tentation est de remplir cet espace à tout prix, avec des mots, avec des actions, avec des tentatives maladroites de forcer une réaction. Mais voici la leçon que personne ne veut entendre. Le silence n'est pas une cellule, c'est une salle de sport brutale pour l'esprit. Chaque seconde dans cet espace devient un poids invisible. Vous pouvez sentir la tension dans vos épaules, la pression dans votre poitrine, l'envie de fuir vers la réaction la plus facile. La véritable croissance commence lorsque vous décidez de rester. Pas en attendant un signe salvateur, mais en utilisant cet espace pour vous regarder vous-même sans distraction, sans excuse. S'observer dans le silence est inconfortable car cela vous oblige à affronter ce que vous cachez normalement derrière le bruit. Vos insécurités, vos attentes non satisfaites, votre besoin de contrôle. Il y a un geste presque automatique chez la plupart. Regardez l'écran en espérant que quelque chose change, ajuster le téléphone entre les mains, faire des allers-retours dans la pièce, chercher n'importe quoi qui interrompe le vide. Mais si vous parvenez à tenir dans cet inconfort, vous commencez à écouter ce qui se passe vraiment en vous. Le silence est un miroir sans distorsion. Il n'y a pas de filtre ni de versions éditées, juste la matière première de vos émotions non traitées. Il vous oblige à reconnaître d'où vous agissez. Est-ce un besoin d'approbation, une peur de la solitude, une colère de vous sentir déplacé? La croissance se produit lorsque vous arrêtez de cacher ces sentiments et choisissez de les comprendre. Dans la pratique, utiliser le silence pour grandir signifie changer l'angle de la question. Il ne s'agit pas de « pourquoi ne répond-il pas ?» mais de « que puis-je découvrir ici que je ne veux pas voir ?» Le stoïcisme ne propose pas de devenir de pierre. Il vous demande d'utiliser l'absence de l'autre comme un espace fertile pour entraîner l'autocontrôle, pour renforcer le muscle de la patience, pour analyser vos schémas de réaction avec une honnêteté qui dérange. Chaque fois que vous supportez l'attente sans agir par impulsion, vous renforcez l'idée que vous ne dépendez pas de la validation externe pour vous sentir complet. C'est un travail interne, presque artisanal. Vous polissez les arêtes de votre caractère dans la friction de l'incertitude. Il y a un type de clarté qui n'arrive que lorsque vous cessez de saturer le moment avec vos tentatives de contrôle. Vous pouvez le voir dans des détails minimes. Le corps qui se détend après des minutes de tension. La respiration qui devient plus profonde lorsque vous décidez de ne pas envoyer ce message, le regard qui cesse de chercher à l'extérieur et commence à enregistrer ce que vous ressentez vraiment. Ce sont des gestes subtils, presque imperceptibles, mais ils marquent la différence entre vivre de manière réactive et vivre en contrôle. Profiter du silence n'est pas se résigner ni punir l'autre, c'est choisir la croissance plutôt que l'urgence, l'introspection plutôt que le désespoir. Celui qui maîtrise le silence maîtrise son esprit. C'est la clé. Transformez le vide en un laboratoire pour vous connaître, pour affiner votre réponse, afin que la prochaine fois que quelqu'un s'éloigne, vous ne perdiez pas l'équilibre. Le silence n'est pas votre ennemi, c'est la scène où votre véritable force est mise à l'épreuve. Acceptez l'inconfort et transformez-le en espace pour grandir. C'est ainsi que vous ne sortez pas blessé, mais plus fort qu'auparavant. 5. Investis ton énergie en toi-même. Arrête d'investir ton énergie dans ceux qui ont déjà décidé de ne pas investir en toi. C'est aussi simple que ça. La réalité est que chaque fois que tu consacres ton attention mentale à quelqu'un qui t'ignore, tu te voles toi-même. Ce n'est pas l'autre qui te prend quoi que ce soit, c'est toi, avec ton obsession, avec ton besoin d'être validé par une réaction extérieure qui te dépouille jour après jour.
Penses-tu vraiment que répéter les mêmes pensées, vérifier le chat en espérant un miracle ou imaginer des dizaines de scénarios va changer quelque chose? La seule chose que tu obtiens, c'est de t'appauvrir émotionnellement, de remplir ton esprit de déchets et de te fragiliser de l'intérieur. Il n'y a pas de dignité à attendre ce qui ne dépend pas de toi, juste de l'épuisement. Le stoïcisme te le crie au visage. Arrête de donner ta vie à l'indifférence d'un autre. Investir ton énergie en toi-même n'est pas un slogan vide, c'est une urgence psychologique. Plus tu passes de temps à ruminer l'absence de l'autre, moins tu as de force pour construire, pour grandir, pour réparer ce qui est sous ton contrôle. La compassion mal comprise est une autre piège. Tu te dis que ça fait mal parce que tu as beaucoup d'amour à donner, alors qu'en réalité, ce que tu as, c'est peur de te retrouver seul avec tes propres affaires. Il est plus facile de s'obséder pour l'autre que de faire face à ton propre vide. Mais ainsi, tu n'augmentes que ta dette intérieure, retardant le moment d'affronter ce qui compte vraiment. Que fais-tu pour toi-même? Personne ne viendra te sauver de ce trou d'autonégation. Soit tu prends les choses en main, soit tu restes piégé dans la misère de l'attente éternelle. L'énergie mentale est limitée. Chaque fois que tu la gaspilles en hypothèses, en suppositions ou en tentative de manipuler la réaction d'autrui, tu arrêtes de l'investir dans tes propres projets, dans ta santé, dans ta croissance. Les gens qui avancent ne sont pas ceux qui obtiennent le plus d'attention extérieure, mais ceux qui savent protéger leur concentration, blindent leur esprit des distractions toxiques et redirigent leur puissance vers ce qui peut vraiment se transformer. Je te le répète, car je ne veux pas que tu te trompes. Donner du pouvoir à l'absence de quelqu'un est le pire investissement émotionnel que tu puisses faire. Tu ne récupères rien en attendant. Tu perds seulement du temps et de l'énergie que tu pourrais utiliser pour devenir une version de toi qui ne dépend du regard de personne. As-tu du mal à te lever parce que tu attends toujours un message? Parfait. Voilà la preuve que tu dois changer d'investissement. Utilise cette même ténacité que tu dépenses à vérifier ton téléphone pour construire quelque chose de réel. Améliore ton corps, lis, apprends, organise ta vie, fais le travail inconfortable de te regarder à l'intérieur et de nettoyer les blessures que tu traînes. Chaque minute que tu choisis de te donner l'attention que tu mendiais à l'extérieur est un coup direct à la dépendance. Personne ne te respectera plus que tu ne te respectes. Personne ne valorisera ta présence si tu l'offres toi-même comme une remise à la première absence. Le stoïcisme n'est pas résignation, c'est action lucide. Il te rappelle que ce que tu sèmes dans ton esprit grandit. Et si tu ne sèmes que le manque, c'est tout ce que tu récolteras. Je te le dis sans fioriture, arrête d'attendre que la présence de quelqu'un te rende ce que tu ne peux construire qu'en cultivant ta propre valeur. Arrête d'utiliser ta douleur comme excuse pour rester dans la passivité. Investis ton énergie en toi, non par fierté, mais par survie. Celui qui se néglige en cherchant à l'extérieur se perd à l'intérieur. C'est la vérité que personne ne veut regarder en face. Ne te plains pas ensuite de la solitude si c'est toi qui as d'abord abandonné ta propre compagnie. Commence aujourd'hui, pas demain. Transforme l'obsession en discipline, le vide en construction. Personne ne va te remplir si tu continues à laisser des trous à l'intérieur de toi. La force ne se mendie pas, elle se cultive. Fais-toi ton meilleur investissement. 6. Réponds avec calme, pas avec fierté. Ne te méprends pas. Répondre avec fierté ne te rend pas fort. Cela te rend prisonnier de ton insécurité. La réaction hautaine, cet élan de rendre le coup, de prouver que tu n'as besoin de personne non plus, n'est qu'un masque maladroit pour ne pas faire face à la véritable blessure. La fierté déguisée en intégrité est en réalité de la peur. Peur d'être vu comme vulnérable, peur d'accepter que le silence ou le mépris t'ont blessé. L'esprit veut te protéger et te vend l'idée que si tu réponds avec froideur ou indifférence, tu conserves le pouvoir. Mais ce que tu conserves, c'est le poids inutile d'une guerre intérieure. Parce qu'au fond, tu sais que cette attitude ne guérit rien. Elle ne fait que retarder la douleur et la transforme en ressentiment, une facture mentale qui, à long terme, finit toujours par te coûter cher.
Le mécanisme est simple et brutal. Face à l'absence, l'esprit cherche à restaurer l'équilibre et la première chose qu'il trouve est le faux soulagement de la fierté. Je ne suis pas affecté, je m'en fiche. Je vais prouver que je peux vivre sans cette personne. Mais cette narration n'est rien d'autre qu'une réaction défensive face à la peur d'être exposé. Quand le silence de l'autre te blesse, la fierté propose une sortie rapide. Répondre avec un commentaire cinglant, bloquer, ignorer ou effacer la conversation. Tu crois que cela te permet de reprendre le contrôle, mais en réalité, tu réaffirmes seulement ta dépendance émotionnelle, car ton action est toujours dictée par la blessure, pas par la clarté. Au lieu de résoudre le conflit intérieur, tu l'encapsules sous une couche de force apparente qui ne résiste pas au moindre questionnement. La fierté n'est que l'armure de la peur, et vivre derrière des armures t'empêche de guérir. Tu réponds avec calme lorsque tu décides de regarder en face ce que tu ressens, sans fuir ni cacher la douleur avec des attitudes vides. La sérénité n'est ni passivité ni résignation. C'est la conséquence de comprendre que ta réaction ne doit pas être un reflet automatique de la blessure, mais un choix délibéré depuis la maturité. Tu n'as pas besoin de prouver de la froideur ni de feindre la supériorité. Tu as besoin d'une honnêteté brutale avec toi-même. Pourquoi veux-tu répondre avec fierté? Parce que cela t'effraie de te montrer humain, parce que tu crois que céder la calme est perdre de la valeur. Mais la vérité est autre. Le calme n'est pas soumission, c'est un pouvoir réel. C'est la force de celui qui se connaît et décide de ne pas hypothéquer sa dignité pour gagner une bataille insignifiante dans un jeu de fierté. Le stoïcisme enseigne à briser le circuit de la fierté automatique. Lorsque tu détectes cet élan, tu as l'opportunité de désamorcer le mécanisme et de te demander « Cette réaction me construit-elle ou me fragmente-t-elle » Le calme est inconfortable au début, car il t'oblige à rester dans le lieu de la douleur sans anesthésie instantanée. Il n'y a pas d'applaudissements ni de reconnaissance externe, juste le travail silencieux de te soutenir, de ne pas céder à la tentation de répondre depuis l'ego blessé. Mais là, juste là, c'est là que se forge le caractère. Répondre avec calme est un acte de respect de soi. Il ne s'agit pas de te laisser piétiner ni de faire silence sur ce que tu ressens, mais de choisir le moment et la manière depuis la clarté, pas depuis le manque. La fierté t'enferme dans un cycle de réaction et de défense. Le calme te permet d'agir avec stratégie, avec une vision d'avenir, non seulement pour gagner une discussion, mais pour préserver ta santé mentale. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que la fierté, tu brises le schéma qui te maintient lié au jeu des autres. Tu cesses de chercher la validation dans la réaction de l'autre et commences à construire une base interne de sécurité. Ce n'est pas facile, car cela implique de renoncer à la gratification immédiate de avoir le dernier mot et de supporter l'inconfort en silence. Mais cet inconfort est le prix de la liberté émotionnelle. Au final, répondre avec calme n'est pas un signe de faiblesse, mais la plus grande preuve de maîtrise de soi. La fierté est bruyante, le calme est percutant. Celui qui répond avec sérénité prouve qu'il n'est plus à la merci des fluctuations émotionnelles de quiconque. C'est la véritable force, choisir la paix même lorsque l'esprit te pousse au conflit. 7. Libère-toi en lâchant prise, pas en bloquant. Tu te surprends un moment à regarder l'écran de ton téléphone, le pouce hésitant entre deux options, bloquer cette personne qui t'ignore ou simplement la laisser partir sans plus. La conversation est toujours là, sans nouveau message, avec la tension accumulée après des jours d'absence. Tu sais que le blocage est tentant car il promet un soulagement instantané, une sensation de contrôle sur la situation. Mais si tu analyses en profondeur ce qui t'arrive, tu te rends compte que ce n'est pas un vrai contrôle, c'est juste un raccourci émotionnel pour masquer l'inconfort. L'acte de bloquer est souvent chargé de colère, de déception ou d'un mélange amer de fierté et de fatigue. Tu te vends l'idée que couper l'accès est une façon de te protéger, mais en réalité, tu renforces souvent le lien négatif, tu t'attaches encore plus à la narration de la douleur.
Le blocage physique est simple. Ce qui est difficile, ce qui coûte vraiment, c'est de lâcher prise en profondeur. Le mécanisme est clair. L'esprit cherche une solution rapide pour cesser de ressentir ce poids, ce vide inconfortable chaque fois que tu vois la conversation stagnante. Alors tu te lances dans le blocage, convaincu qu'en éliminant l'accès, tu élimines aussi la blessure. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que la douleur ne s'efface pas avec un bouton. Car ce qui te blesse n'est pas la présence de l'autre dans ta liste de contacts, mais l'histoire que tu continues à alimenter dans ta tête. Le blocage devient un pansement, une réaction défensive qui te donne l'illusion d'avoir fermé un cycle. Alors qu'en réalité, tout ce que tu as fait, c'est mettre une porte fermée sur une pièce en désordre. Lâcher prise implique bien plus que d'éliminer un contact. Cela exige de faire face au travail intérieur, de laisser aller l'attente, le ressentiment et l'idée que l'on te doit quelque chose. Si tu approfondis, tu verras que le blocage résout presque jamais le véritable conflit. Il peut te donner un répit momentané, mais à long terme, si tu n'as pas lâché l'attachement émotionnel, la pensée continue de revenir. La blessure reste ouverte et le ressentiment se multiplie en silence. Lâcher prise, en revanche, est une décision stratégique beaucoup plus puissante. Cela ne signifie pas se résigner ni faire l'indifférent, mais cesser d'investir de l'énergie dans ce que tu ne peux pas changer. Lâcher prise, c'est accepter que l'autre a le droit de s'éloigner, de ne pas répondre, de vivre son processus, et que ta paix ne dépend pas de forcer une fermeture externe. C'est choisir de ne pas poursuivre ni punir, mais de te déplacer vers l'avant avec la dignité intacte. L'entraînement stoïque vise justement cela. Il ne te demande pas de supprimer, d'ignorer ou de bloquer par impulsion, mais de travailler en toi pour libérer l'espace mental que cette personne ou cette situation occupe. Il t'invite à interrompre le cycle de réaction, à te demander si agir par la colère ou la fierté te laisse vraiment en paix. La véritable libération se joue sur le terrain intérieur, quand tu peux voir le chat, te souvenir de l'histoire et pourtant te sentir calme parce que tu n'as plus besoin que l'autre personne confirme ta valeur. Lâcher prise est une discipline, pas une évasion. C'est décider de cesser de porter un poids inutile, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que tu en as besoin pour avancer. Au fond, bloquer est facile, lâcher prise est difficile. Mais seul l'un des deux chemins te libère. Fermer la porte n'est pas la même chose que de lâcher la charge. La prochaine fois que tu ressentiras l'urgence d'éliminer, arrête-toi et évalue. Cherches-tu à te protéger ou à éviter le travail de lâcher prise? Libère-toi en lâchant prise, pas en bloquant. C'est la décision qui renforce ton caractère et te redonne le véritable contrôle. Le contrôle sur ton monde intérieur. 8. Avancer sans rester ancré dans le passé. Je vais le dire sans adoucir. Le moment le plus difficile n'est pas quand quelqu'un s'en va, mais quand vous réalisez que vous êtes toujours attaché à ce qui n'existe plus. C'est inconfortable de noter comment le corps réagit avant l'esprit, comment les doigts glissent encore et encore sur les vieilles photos dans la galerie, parcourant des messages comme si vous pouviez trouver un nouvel indice, un signe qui donnerait un sens à ce qui est déjà brisé. Il y a une fatigue particulière dans ce geste, un mélange de nostalgie et d'entêtement qui vous maintient en cercle, piégé dans des répétitions qui n'ajoutent plus rien. L'air pèse différemment quand vous vous accrochez au passé. La pièce semble plus petite, la poitrine se serre, et même le café perd de son goût parce que l'esprit est occupé par des souvenirs qui ne laissent pas de place à ce qui est devant vous. Je le sais parce que j'ai été dans ce piège, parce que j'ai ressenti le besoin presque physique de revenir en arrière, de retourner à ce moment où tout semblait avoir un sens. Mais c'est la paradoxe. Plus vous essayez de revivre ce qui est perdu, plus vous vous épuisez et moins d'énergie il vous reste pour avancer. Le passé a une force invisible qui s'accroche aux détails, aux petits objets, aux chansons qui jouent en fond, aux habitudes que vous n'arrivez pas à lâcher. Chaque fois que vous revisitez ce qui était, vous établissez un circuit mental qui renforce l'idée que cela était mieux, que vous avez perdu quelque chose d'irremplaçable et que peut-être, si vous restez là, vous pourrez le récupérer.
Mais ce que vous tenez, c'est une image figée, une version de vous qui n'existe plus et une histoire qui ne se réécrit que dans votre tête. C'est comme marcher avec un sac à dos rempli de pierres étrangères. Chaque souvenir non traité, chaque rancœur, chaque « et si j'avais fait cela différemment » ajoute du poids et vous empêche de bouger librement. Le véritable avancement commence lorsque vous avez le courage de lâcher ce fardeau, lorsque vous cessez de chercher des explications dans ce que vous ne pouvez pas changer et que vous vous concentrez sur ce qui est ici, en ce moment. Ce qui est pratique et brutal dans le stoïcisme, c'est qu'il ne vous permet pas de rester bloqué. Il vous oblige à regarder ce que vous avez et ce que vous pouvez faire maintenant, pas ce qui a déjà été. Avancer n'est pas un acte grandiose ni dramatique. C'est la somme de décisions minimales, de gestes quotidiens. Fermer la galerie, ranger l'objet qui vous attache, sortir, marcher différemment. Cesser de revoir des conversations qui n'existent que dans votre mémoire. Le corps le ressent d'abord, moins de tension dans les épaules, la respiration qui se libère, les mains qui enfin s'occupent de quelque chose de productif et cessent de trembler à la recherche de réponses. C'est là que commence la transformation. Quand vous choisissez de faire face au présent sans le filtre de ce que vous avez perdu. Quand vous osez construire à partir du point où vous vous trouvez réellement, pas depuis la nostalgie. Vous n'avez pas besoin d'effacer le passé ni de nier ce que vous avez ressenti, mais vous devez cesser d'alimenter la machinerie interne qui vous maintient en train de tourner au même endroit. Chaque minute que vous passez à revenir en arrière est une minute que vous perdez à construire quelque chose de nouveau, à découvrir une possibilité qui ne peut pas s'inscrire dans l'inertie d'hier. Le passé n'enseigne que si vous le lâchez. Si vous restez, il vous consume. C'est la ligne dure que personne ne veut accepter. La dignité se démontre aussi dans la capacité d'avancer sans regarder en arrière avec pitié ni avec colère, mais avec la certitude que votre histoire ne se termine pas dans la dernière absence. Choisissez de bouger, même si cela fait mal. Choisissez d'avancer, même si le corps demande à reculer. Parce que c'est seulement ainsi que le passé se transforme en expérience et non en prison. Et cela, croyez-moi, est le seul vrai chemin vers la paix. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Personne ne va arrêter l'horloge pour que tu te mettes en ordre. L'année avance de la même manière, sans attendre que tu résolves tes excuses, tes doutes ou tes distractions. La vérité est que ce ne sera pas le plus faible qui souffrira en 2026, mais celui qui reste distrait, piégé dans la routine de chercher la validation et de remettre à plus tard des décisions inconfortables. Il est clair que le monde ne s'arrête pas pour applaudir ceux qui promettent beaucoup et font peu. Le coût de l'indécision est extrêmement élevé et la dette intérieure s'accumule jour après jour. Si tu continues à attendre de te sentir prêt ou que l'environnement s'améliore, la seule chose que tu obtiendras est un autre cycle de frustration et d'auto-tromperie. La plupart des gens répètent le même schéma. Motivation superficielle le premier mois, justification lorsque les obstacles arrivent et finalement la résignation silencieuse. La véritable transformation ne se produit pas lorsque les autres te regardent, mais dans ces moments où personne ne prête attention et où tu choisis d'agir avec fermeté. Cette année ne va pas te changer, c'est toi qui décides si l'histoire se répète ou si, enfin, tu prends le contrôle. Il ne s'agit pas de résister à l'extérieur, mais d'entraîner le caractère à l'intérieur. Tu seras jugé par tes actes, pas par tes intentions. La cohérence est un muscle, et elle ne se renforce que par la pratique, pas par des discours. Si tu veux une année différente, commence par laisser derrière toi le bruit de l'approbation externe et entraîne ta autodiscipline comme si ton avenir en dépendait, car il en dépend. Personne ne va te donner la permission de te transformer. C'est toi qui te la donnes, ou ça n'arrive pas. 1. Parle moins, agis avec détermination.
Personne ne te prend au sérieux parce que tu ne le fais pas non plus. Tu parles trop et agis peu. C'est la vérité que la plupart préfèrent t'ignorer. Tu passes ta journée à expliquer ce que tu vas faire, à lancer des plans dans l'air, promettant que cette fois-ci, oui, que maintenant tu vas te discipliner, que tu vas changer, que tu vas commencer. Mais chaque mot que tu jettes sans soutien est une dette mentale qui s'accumule. Ton cerveau s'habitue à l'inflation de tes promesses vides et avec le temps, même toi, tu ne crois plus à tes déclarations. À quoi bon répéter tes intentions si tu ne les transformes jamais en décisions concrètes? Les personnes fortes ne perdent pas de temps à se justifier, ni n'ont besoin d'annoncer leur discipline ou leur concentration. Elles agissent simplement. L'habitude de parler moins et d'agir avec détermination est la base de l'autodiscipline. Chaque fois que tu remets l'action à plus tard pour expliquer, chaque fois que tu cherches une validation avant de te déplacer, tu t'entraînes à la faiblesse et tu deviens accro au confort des mots faciles. Parler est bon marché, même agréable, car cela te donne une fausse sensation de progrès. Ce n'est pas du progrès, c'est de l'auto-tromperie. Le monde à venir n'attendra pas que tu termines ton discours intérieur, ni que tu demandes la permission de commencer. La véritable différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent coincés dans des cycles de frustration n'est pas le talent ni la chance, c'est la capacité de se taire et de commencer. Si tu te reconnais dans le schéma de planifier éternellement, de partager tes idées en espérant que quelqu'un t'applaudisse avant de te déplacer, il est temps de briser ce mécanisme. Personne ne te doit de reconnaissance pour ce que tu penses faire. Le respect se gagne par des actes, pas par des mots. Tes excuses ne produisent pas de résultats. Tes explications ne renforcent pas ton caractère. Tes justifications ne te rapprochent pas d'un centimètre de la vie que tu souhaites. Le véritable progrès ne se discute pas, il s'exécute. Parle moins, fais plus. C'est la formule inconfortable, mais efficace. L'autodiscipline repose sur la capacité à faire ce que tu as dit que tu ferais. Même quand personne ne regarde, même quand personne ne te félicite. Tu n'as pas besoin d'exposer chaque étape, ni de chercher des témoins pour chaque avancée. L'excès de mots révèle de l'insécurité et une peur de l'engagement réel. La prochaine fois que tu ressentiras la tentation d'expliquer tes plans, tais-toi et fais-le. Tu n'as qu'une seule option si tu veux renforcer ton caractère pour ce qui vient. Arrêter de parler, commencer à agir. Si tu ne le fais pas, l'année va te broyer, tout comme tous ceux qui vivent dans la fantaisie de l'intention éternelle. Le respect de soi commence par l'action, pas par la déclaration. Fais ce que tu as promis en silence et laisse les résultats parler pour toi. Les mots ne construisent pas, seules les décisions le font. 2. Arrête de chercher l'approbation extérieure. Tu vas publier quelque chose sur les réseaux sociaux et avant de cliquer sur « Envoyer », tu relis une fois de plus chaque mot. Tu ne cherches pas des fautes d'orthographe. Tu vérifies si cela sonne suffisamment intéressant, si quelqu'un le remarquera, t'approuvera, mettra un « j'aime » ou simplement commentera. Tu ressens cette anticipation dans ton corps, une étrange nervosité, presque comme si ta valeur dépendait de la réponse des autres. Et quand le silence arrive ou que la réaction est tiède, l'esprit commence à travailler. Tu doutes de toi, tu modifies ta version, tu te demandes ce que tu as mal fait ou pourquoi tu n'as pas réussi à te démarquer. Cette dynamique se répète de 1000 façons, pas seulement sur l'écran. Chaque fois que tu partages une idée en espérant l'assentiment de quelqu'un, chaque fois que tu demandes un conseil pour confirmer quelque chose que tu sais déjà que tu dois faire, tu te vends à bas prix. Le prix de ta tranquillité dépend de la volatilité de l'opinion extérieure. C'est un esclavage invisible, mais réel. Tu n'es pas conscient de la manière dont cette habitude s'installe. Ça commence petit. Enfant, tu cherchais le regard d'approbation de tes parents ou de tes enseignants, et cela avait du sens. Mais maintenant, adulte, tu continues d'attendre que quelqu'un lève le pouce avant d'avancer. Ce besoin d'être validé s'infiltre dans tes relations, dans tes décisions et même dans les rêves que tu te permets d'avoir. L'approbation extérieure est un poison doux. Elle apaise l'anxiété pendant un moment, mais ensuite elle te rend plus dépendant et moins maître de toi.
Le mécanisme est simple mais dangereux. Quand la validation devient le but, tu cesses d'agir par conviction et commences à agir par réaction. Tu ajustes ton comportement comme on ajuste un déguisement, mesurant chaque mouvement selon ce que tu penses que les autres attendent de toi. Tu perds ta propre direction. Chaque fois que tu choisis l'approbation plutôt que l'authenticité, ton caractère s'affaiblit un peu plus. Il ne s'agit pas de te faire de pierre ni d'ignorer le monde, mais de comprendre que la seule approbation qui compte vraiment est celle qui provient de tes propres valeurs et décisions. Si tu t'entraînes à dépendre du regard des autres, ton autonomie se fracture et tu deviens un reflet, pas une personne complète. La vraie liberté commence lorsque tu cesses de demander la permission d'être qui tu es. Personne ne va te remettre une médaille pour avoir choisi ton chemin. Tu dois simplement le faire. Tant que tu continues à mendier de la validation, tu continueras à vivre en fonction des attentes des autres, pas de tes propres principes. Tu n'es maître de toi que lorsque tu cesses de négocier ta valeur avec le monde extérieur. Le respect que tu cherches à l'extérieur, tu ne peux le construire qu'à l'intérieur. Ta paix ne se trouve pas dans les applaudissements, elle est dans la cohérence avec ce que tu décides. Si tu as besoin d'approbation, tu ne seras jamais libre. 3. Entraîne ton esprit à la solitude. J'ai du mal à l'admettre, mais pendant longtemps, j'ai confondu la solitude avec une punition. Il y a une partie de moi qui, lorsque tout s'éteint et qu'il n'y a plus de messages ni de conversations, commence à chercher des distractions presque par réflexe. Ce n'est pas la peur du silence, c'est la peur de ce qui apparaît lorsque le bruit s'en va. L'insécurité, les choses en suspens, les questions que j'évite, les parties de ma vie qui restent non résolues. L'esprit se défend en inventant des urgences, en ouvrant les réseaux sociaux ou en cherchant n'importe quelle excuse pour ne pas rester seul avec soi-même. Ainsi s'installe un cycle. Chaque fois que je ressens de l'inconfort ou du vide, je me précipite pour le remplir d'interactions, de nouveautés, de l'illusion de compagnie. Mais ce mécanisme est un piège. Car dépendre de la présence ou de la réaction des autres pour se sentir stable te fragmente de l'intérieur, te rend faible au fond, même si en surface, tu sembles occupé et entouré de gens. Si tu l'analyses froidement, l'incapacité d'être seul n'est pas un symptôme mineur. C'est un signe que ton esprit ne se gouverne pas encore lui-même. C'est un indicateur que tu ne sais pas encore t'asseoir avec toi-même, regarder tes habitudes et dialoguer avec tes décisions sans fuir. La dépendance aux stimuli externes devient une sorte d'addiction invisible. Elle te garde occupé, mais jamais satisfait. Ne pas entraîner la solitude, c'est comme laisser le muscle de ton caractère sans exercice. C'est pourquoi tant de gens perdent le nord quand ils n'ont personne à consulter, quand les réseaux se taisent ou quand la validation ne vient pas. La véritable maîtrise de soi commence lorsque tu deviens capable d'affronter tes pensées sans les déguiser en activité. Seul celui qui supporte le poids de son propre silence peut décider avec clarté. Le reste vit à la merci de ce qui se passe à l'extérieur. Entraîner l'esprit à la solitude est un processus inconfortable et lent. Cela implique de cesser de fuir devant l'inconfort et, au contraire, de rester. Observer les impulsions automatiques, l'envie de chercher l'approbation, l'urgence de partager tout ce que tu fais. Apprendre à ne pas fuir tes doutes et reconnaître quelles émotions sont les tiennes et lesquelles ne sont que des échos de ce que les autres attendent de toi. C'est comme faire l'inventaire de ton propre esprit. Tu vois ce qui est en trop, ce qui manque, ce que tu n'as jamais osé regarder. Cet exercice façonne le caractère plus que n'importe quel cours de motivation. La solitude n'est pas un vide, c'est un espace d'entraînement. L'esprit qui résiste à la solitude ne se brise pas devant l'abandon ni devant l'incertitude. Le point est pratique. Plus tu apprends à être seul, moins tu dépends de l'environnement pour prendre des décisions fermes. Le respect authentique naît dans ces espaces où personne ne te voit et où personne ne donne son avis. Si tu n'entraînes pas la solitude, n'importe quelle distraction te sort du chemin. Si tu l'entraînes, tu deviens une personne qui décide par conviction et non par réaction. Ne fuis pas la solitude, fais-en ta force.
Ce que tu fais seul définit ce que tu es en public. 4. Réponds, ne réagis pas impulsivement. Tu frappes la table avec un doigt, sans t'en rendre compte. Le verre vibre, à peine, et dans ce geste minuscule se révèle tout un mécanisme. La tension monte rapidement, le corps réagit avant que tu aies le temps d'y penser. Et ce qui suit est une chaîne d'actions automatiques, des mots qui sortent d'un coup, des décisions prises à la hâte. C'est ainsi que fonctionnent les réactions impulsives, comme des ressorts cachés qui se déclenchent face à chaque stimulus, laissant ta volonté en arrière-plan. Il est facile de détecter ce schéma chez les autres. La personne qui élève la voix sans mesurer, l'ami qui lance une critique mordante à peine, il ressent une pincée d'inconfort. Le conducteur qui s'emporte pour une seconde de trafic et perd son calme pendant des heures. Mais il est rare que tu reconnaisses ce même reflet en toi, dans les petites explosions quotidiennes. Quand ton sourcil se fronce à peine, quelqu'un te contredit. Quand tu es déjà en train de répondre à un message sans penser si cela en vaut la peine. Quand tu te sens obligé d'intervenir dans une discussion qui ne te concerne pas. La réaction est un raccourci confortable, car elle économise l'effort de faire une pause et de traiter. Répondre, en revanche, est un autre type de mouvement. C'est la distance que tu mets entre le stimulus et l'action. Ce bref instant où tu respires et décides, au lieu de laisser l'émotion décider pour toi. Cela se remarque dans les gestes de ceux qui ont entraîné l'autocontrôle. Le regard qui reste ferme, même si la provocation est évidente, les mains qui ne tremblent pas en recevant une mauvaise nouvelle, la voix qui ne monte pas en ton même si l'ambiance est chargée de tension. Ce n'est pas de l'indifférence ni de la froideur, c'est une clarté intérieure qui permet de distinguer ce qui mérite ton énergie de ce qui ne demande qu'une réaction automatique. La différence entre réagir et répondre est la différence entre vivre à la merci de ce qui se passe à l'extérieur ou rester maître de soi. Celui qui réagit sans filtrer devient esclave de chaque situation, de chaque opinion, de chaque sursaut. Celui qui répond filtre le bruit et agit à partir d'une décision, pas d'une impulsion. Tu n'as pas à être une statue ni à faire semblant que rien ne t'affecte. Mais tu as besoin de cette petite marge de contrôle, cet espace mental où tu choisis ta prochaine étape au lieu de la déclencher sans réfléchir. La prochaine fois que tu sentiras la pression dans ta poitrine, l'urgence de te défendre, de répondre à une attaque, de te joindre au chaos, observe ton corps. Le pouls s'accélère, les muscles se tendent, le regard cherche la confrontation ou la fuite. C'est l'avertissement. À cet instant se joue la différence entre te perdre dans le bruit ou maintenir ta direction. Prends une respiration, compte jusqu'à 3. Décider est plus difficile qu'exploser, mais c'est aussi plus précieux. Le calme est une force, pas une faiblesse. Celui qui répond maîtrise le jeu. Celui qui réagit joue seulement le rôle que les autres lui assignent. Tu n'es pas un ressort, tu es une volonté. Ne réponds pas à la vie. Dirige ton mouvement. 5. Maintiens la cohérence sans témoin. Personne ne va te sauver de ton inconsistance quand personne ne regarde. C'est brutal, mais c'est ainsi. Ce que tu fais quand il n'y a ni récompense, ni témoin, ni quelqu'un attendant que tu prouves quelque chose, définit qui tu es vraiment. C'est là que toute la futilité de tes excuses se dévoile, où les ornements de l'auto-justification tombent et où la réalité de ta discipline se révèle. Beaucoup de gens feignent la force pendant que d'autres observent, mais s'effondrent à huis clos. Le problème, c'est que le monde ne se construit pas sur tes intentions publiques, mais sur les actes répétés dans l'anonymat. Si tu n'es capable de rester ferme que lorsque tu as un public, alors tu n'es pas fort. Tu es juste un acteur sans spectateur. Et en 2026, la réalité engloutit les acteurs. La cohérence sans témoin est la base de toute transformation qui en vaut la peine. Car là, il n'y a ni applaudissement ni critique, juste le poids de ta parole contre ta propre paresse mentale. L'auto-tromperie fleurit dans ces moments solitaires où personne ne te demande rien, et toi, au lieu d'agir, tu négocies avec ta faiblesse.
chaque fois que tu remets une décision à plus tard parce qu'aujourd'hui ça n'a pas d'importance, chaque fois que tu relâches tes standards quand personne ne te regarde, tu entraînes le muscle de la médiocrité. C'est confortable de dire que demain oui, que lundi tu commences, que juste cette fois tu te permets un écart. C'est ce que fait la moyenne. La moyenne se donne des permissions secrètes et ensuite se demande pourquoi sa vie ne change pas. Il n'y a pas de raccourci. La cohérence est inconfortable, lourde, rugueuse. Mais c'est aussi le seul chemin qui durcit ton caractère jusqu'à le rendre indestructible. Si tu cherches des résultats différents, commence à exiger de toi-même la même chose dans l'obscurité que dans la lumière. Personne ne va te féliciter pour ce que tu fais seul, personne ne saura combien de fois tu as choisi le chemin difficile quand il était plus facile d'abandonner. Mais ce coût est le même. Chaque décision silencieuse est un investissement ou une fracture dans ton caractère. Si tu cèdes par paresse, par confort ou à cette petite voix qui t'invite à être moins, tu hypothèques ton propre respect. Ton véritable progrès ne dépend pas de qui te voit, mais de ce que tu choisis de faire quand la seule conséquence est ton propre avis sur toi-même. Si ton identité ne tient que lors des bons jours ou sous le regard des autres, tu es faible. Il n'y a pas d'autre mot. Le respect qui compte se construit dans le silence. Cohérence sans témoin. Fais-le inconfortable, fais-le difficile, fais-le même si personne ne le remarque. Parce que si tu n'es discipliné qu'en présence des autres, tu ne seras jamais maître de toi-même. 6. Ne justifie pas tes erreurs, corrige-les. Il n'y a pas de manière élégante de le dire. Justifier tes erreurs est un piège mental qui te maintient exactement là où tu es. Le cerveau apprend vite à construire des défenses chaque fois que tu échoues. Le mécanisme d'autocompassion s'active et tu commences à fabriquer des arguments pour ne pas ressentir le poids de tes propres décisions. Tu te dis que c'était l'environnement, la malchance, la fatigue, la pression. Mais la réalité est qu'à ce moment-là, tu choisis de protéger ton ego plutôt que de corriger le cap. Cette habitude, si commune et si acceptée, est la raison pour laquelle tant de gens stagnent. Ils préfèrent l'anesthésie de l'excuse à la douleur brève, mais nécessaire d'accepter qu'ils ont échoué et qu'ils doivent se corriger. Je le sais parce que nous l'avons tous fait, à un certain niveau. Personne ne veut se voir comme faible, dispersé ou incapable. Alors, il élabore une narration qui réduit sa responsabilité et par conséquent aussi sa possibilité de changement. Il y a un prix caché derrière chaque justification. Le prix est que tu deviens incapable de t'améliorer. Plus tu passes de temps à expliquer pourquoi tu n'as pas pu, moins il te reste de force pour faire ce qui compte vraiment. Ajuster, apprendre, grandir. L'auto-tromperie se nourrit de récits internes qui t'absolvent pour aujourd'hui, mais te condamnent à répéter les mêmes erreurs demain. Si tu laisses la justification devenir le filtre à travers lequel tu regardes tes chutes, tu deviens l'otage de tes propres histoires. Il n'y a pas de progrès lorsque l'énergie est investie à défendre l'échec au lieu de travailler dessus. Corriger, en revanche, est un acte inconfortable. Cela oblige à revoir tes décisions, à affronter l'inconfort d'admettre que tu aurais pu faire mieux. Mais cet inconfort est le seul espace où naît la véritable croissance. La tentation de te justifier est toujours immédiate. Elle surgit dans l'esprit comme une réaction automatique. Tu cherches des raisons externes, tu minimises l'erreur, tu essaies de te convaincre que c'était inévitable. Mais si tu as le courage de rester un moment de plus dans cet endroit inconfortable, sans chercher des échappatoires rapides, tu commences à voir clairement quelle part de la responsabilité t'appartient et ce que tu peux ajuster. C'est là que le caractère se renforce, dans la capacité de regarder l'échec en face et de décider de ne pas le répéter. Reconnaître tes erreurs ne te rend pas faible, cela te donne du contrôle. La maturité consiste à briser le cycle de la justification et à transformer chaque faux pas en correction, non en excuse. La différence entre celui qui avance et celui qui reste est simple. L'un corrige, l'autre justifie. Le respect de soi ne se construit pas en défendant tes échecs, mais en les réparant. Si tu ne corriges pas, tu répètes.
Si tu n'acceptes pas, tu te condamnes à vivre au même endroit. Tu n'es pas ton erreur, mais tu es responsable de ce que tu fais après avoir échoué. Fais-toi cette faveur. La prochaine fois que tu ressens l'urgence de te justifier, remplace-la par l'engagement de corriger. C'est ainsi que tu deviens vraiment fort. L'erreur que tu ne corriges pas te condamne à la répéter. La liberté se gagne chaque fois que tu décides d'affronter ta part et de l'améliorer, pas lorsque tu apprends à la défendre devant les autres. 7. Concentre-toi sur le présent, pas sur le bruit. Ton téléphone vibre dans ta poche pendant que tu travailles. Ce n'est pas urgent, mais l'envie de regarder est immédiate. Tu ouvres l'écran, vérifies des messages, sautes sur une notification, et tu finis par naviguer sur quelque chose qui ne t'intéresse même pas. Quand tu reviens, 20 minutes se sont écoulées et la concentration n'est plus la même. Derrière ce geste se cache une chaîne de causes et d'effets. L'environnement numérique et social est conçu pour capturer ton attention et la disperser en 1000 fragments. Chaque interruption, chaque petite distraction te vole la capacité d'être présent et, ce qui est pire, installe un schéma de dispersion mentale qui se répète dans tout ce que tu fais. Le résultat n'est pas seulement une tâche inachevée, mais un esprit affaibli par l'habitude de sauter d'un stimulus à l'autre sans construire de profondeur dans quoi que ce soit. Ainsi, le focus s'érode, non pas à cause de grands échecs, mais à cause de 1000 petites coupures qui t'éloignent de l'essentiel. Le piège du présent fragmenté a plusieurs couches. D'abord, l'esprit s'habitue à fonctionner en mode réaction, attentif à tout ce qui se passe à l'extérieur, incapable de soutenir une tâche, une conversation ou même une pensée complète sans ressentir l'anxiété de ce qui pourrait se passer ailleurs. Ensuite, cette dispersion se transforme en frustration. Tu réalises que tu avances peu, que tu commences beaucoup de choses, mais que tu approfondis rarement quoi que ce soit, et ta confiance s'érode, parce que le véritable progrès exige de la continuité, pas des sauts constants. Enfin, l'illusion s'installe que le problème vient de l'extérieur, de la quantité de stimuli, alors qu'en réalité, le filtre est interne. Il n'est pas possible de contrôler le monde, mais tu peux entraîner ta capacité à être présent et protéger ton attention contre la demande constante de l'irrélevant. La décision stratégique est simple, mais inconfortable. Réduire l'accès au bruit, construire des espaces sans interruption et prioriser ce qui est sous ton contrôle direct. Cela signifie cesser de négocier ton temps avec chaque notification, apprendre à ne pas répondre à ce qui ne mérite pas ton énergie et entraîner l'esprit à revenir, encore et encore, à ce qui compte vraiment. Le présent est un muscle qui s'atrophie si tu le laisses entre les mains de l'environnement. Les personnes fortes ne sont pas celles qui résistent au chaos externe, mais celles qui dominent la direction de leur attention. Domine ton attention ou l'environnement la dominera pour toi. Choisis chaque jour entre la profondeur et la dispersion, car c'est la véritable bataille du présent. L'année ne va pas devenir plus facile. Ton focus peut devenir plus fort. Élimine ce qui ne compte pas et entraîne ta présence comme si ta vie en dépendait, car au fond, elle en dépend. 8. Apprends à dire non sans culpabilité. J'admets que dire non pèse encore sur mon corps, comme si chaque refus était une petite trahison. Je le ressens quand on m'invite à quelque chose que je ne veux pas, quand on demande une faveur qui interrompt mon rythme, quand l'agenda se remplit d'engagements que je n'ai pas choisis. Je bouge les lèvres, j'hésite, ma gorge se tend, ma main hésite sur le téléphone avant d'écrire un message qui sonne aimable, mais pas trop froid. À l'intérieur, la culpabilité s'installe rapidement. L'image de l'autre personne déçue apparaît, la sensation de mal faire, celle de perdre quelque chose d'invisible chaque fois que je mets une limite. C'est un mécanisme appris, presque automatique. Je cherche à adoucir le refus, à le compenser, à me justifier pour ne pas porter ce poids inconfortable que laisse le non. Et pourtant, chaque fois que je cède pour éviter ce malaise, la facture arrive ensuite. La journée saturée de tâches des autres, l'énergie drainée dans des conversations qui ne m'apportent rien.
le mauvaise humeur qui se cultive en secret quand je deviens spectateur de mon propre agenda. Le problème est pratique et concret. Dire oui par réflexe est une habitude qui s'entraîne avec des années de complaisance, d'évitement des conflits, de peur du rejet. On le voit dans les gestes, le sourire forcé pendant que tu acquiesces, le dos un peu plus courbé en acceptant ce que tu ne veux pas, le bref soupir quand tu raccroches et que tu te rends compte que tu as encore dit oui pour ne pas te compliquer la vie. Mais la vraie complication commence après, quand la vie se remplit de tâches et de relations que tu n'as pas choisies, quand ton temps se fragmente